Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur 108 milliards. Aujourd'hui, je reçois Martin Serralta, qui est un autre cofondateur de Sidekick, qui est un peu celui qui a à l'origine de toute la méthodologie et l'approche Sidekick. C'est bien ça ? Salut Mounia. Salut. Ravi bienvenue. d'être avec toi aujourd'hui. Merci. Est-ce que c'est un peu toi qui est à l'origine de la méthodologie et de l'accompagnement Sidekick ? Est-ce que j'ai bien compris ? Alors, ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, à la fois pour Yvan et pour Amaury, je les ai accompagnés en tant que sidekick. Alors, même si on ne l'appelait pas comme ça au départ, parce que moi, je me présente toujours en disant je suis le fou de la cité comme les fous du roi au Moyen-Âge. Mm-hmm. Mais c'est la même logique et effectivement, j'ai développé cette méthode. Alors, cette méthode, ça ne veut pas dire que je l'ai inventée, parce qu'en fait, c'est une méthode qui est issue de plein de modèles différents qui existent pour certains depuis l'Antiquité, pour d'autres qui sont plus récents. Mais en tout cas, c'est toi qui l'as structurée. Mais j'ai structuré cette méthode, tout à fait. Ok, donc j'avais bien compris. Moi, j'ai eu envie de t'inviter parce qu'on a fait quelques formations dans le cadre de Sidekick. Alors, peut-être pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Sidekick déjà. C'est une communauté de sparring partners que j'ai rejoint il y a quelques mois et qui, moi, me permet de continuer à me former, de progresser dans l'accompagnement des CEO. Peut-être... Est-ce que déjà tu peux réexpliquer ce que c'est que Sidekick avec tes mots ? Et puis ensuite, je vais expliquer pourquoi j'ai eu envie de t'inviter. Super. Sidekick, c'est une communauté de personnes qui, effectivement, accompagnent des dirigeantes, des dirigeants, des managers avec une raison d'être qui est extrêmement simple, qui est de bousculer ces leaders, hommes et femmes, pour maximiser l'impact de leur organisation. Le parti pris, c'est de dire... on crée en tant que leader des habitus. On a l'habitude de travailler d'une certaine façon, surtout si on a construit des succès. Et donc on a tendance à reproduire ces schémas. Et que pour ouvrir nos angles morts, pour sortir de nos habitudes, pour pouvoir performer et maximiser encore plus l'impact des organisations, que ce soit une start-up, une association, une grande entreprise, on a besoin d'avoir un regard alternatif. On a besoin d'avoir un peu de friction et de couvrir un champ qui n'est pas seulement celui de l'organisation, comme si on était des êtres totalement neutres, totalement rationnels, prêts à juste gérer un objet organisationnel, mais de travailler également sur l'interaction entre moi en tant que leader et l'organisation dans laquelle je travaille. Donc travailler à la fois sur la personne en tant que telle, mais aussi sur son organisation. La finalité, c'est bien de maximiser l'impact des organisations avec des leaders qui soient dans le flow, des leaders qui soient dans leur zone de génie, des leaders qui progressent, qui sortent, qui en quelque sorte soient heureux, en tout cas qui soient dans la joie, si on parle au sens de Spinoza. Ok, donc oui, on comprend bien, ceux qui écoutent ce podcast depuis longtemps comprennent pourquoi ça m'a vachement parlé et que j'ai voulu rejoindre cette communauté. Donc bon, pour les auditeurs, si vous voulez avoir beaucoup plus d'infos sur Sidekick, etc., je vous recommande d'écouter l'épisode avec ton associé, avec Yvan Vibo, où on est vraiment plus rentré dans pourquoi vous l'avez créé, etc. Moi, j'ai eu envie de t'inviter parce que à certains moments, donc on a fait des formations ensemble et c'est toi qui donnais les formations, et tu as dit des trucs, je me suis dit c'est des pépites, je veux absolument qu'on partage ça avec les auditeurs. Donc on va pas aller tout de suite sur les pépites. D'abord, peut-être parle-nous de toi. Qui es-tu, d'où tu viens, ta vie, ton œuvre, tout ça. Alors, écoute, j'ai 47 ans, j'ai 3 enfants et j'ai passé dans ma carrière, parce que c'est ça qui nous intéresse ici, j'ai travaillé beaucoup dans un groupe multinational, qui dans plusieurs pays, en France et à l'étranger, et puis à l'échelle du groupe, dans des rôles qui étaient au départ des rôles très business, et puis assez rapidement, finalement, mon job a évolué vers ce qu'on appelle le développement des organisations, et qui, en fait, j'ai fait du sidekicking de dirigeants au sein d'un groupe international. Mais tu ne savais pas que tu faisais ça. Comment t'es allé ? En fait, même si on revient à la genèse, donc tu dis j'ai fait ma carrière dans un groupe international, etc. Mais le jeune Martin, il a fait quoi comme études ? Pourquoi il est allé bosser dans cette boîte-là ? C'était quoi ses rêves ? Qu'est-ce qu'il se voyait faire à 47 ans ? Alors, écoute, c'est assez simple et très pragmatique. J'ai eu un enfant très jeune. D'accord, ok. Et comme j'ai eu un enfant très jeune... T'avais quel âge ? J'avais à peine 19 ans. Ah ouais ? T'es chaud, toi. Ouais.
Et donc, dans cette situation, mon premier objectif, c'était d'avoir un job pour pouvoir faire vivre ma famille. D'accord, mais donc tu as commencé tes études à ce moment-là ou tu as fait comment? Donc tu venais d'avoir ton bac, 2 ans avant? Je venais d'avoir mon bac, ouais. Okay. Et donc, à ce moment-là, après, j'ai fait une prépa, j'ai fait une école. D'accord, donc tu as quand même fait une prépa, une école, mais tu étais jeune papa. Tu n'étais pas comme tes copains de prépa. Et mon objectif, c'était de travailler le plus vite possible dans une boîte qui avait du sens. D'accord. Pour la petite histoire, à ce moment-là, mon dilemme avec toute mon immaturité à l'époque, c'était de dire est-ce que je bosse dans une boîte comme Patagonia ou est-ce que je bosse dans une multinationale? D'accord. Et le choix que j'ai fait, ça a été de dire, en fait, l'enjeu, c'est de s'adresser au plus grand nombre, c'est de transformer la société et en s'attaquant vraiment au cœur du système. Mais donc tu te posais déjà ces questions-là à l'époque quand même? Je me suis posé ces questions très tôt, effectivement, parce que j'avais, par histoire familiale, j'ai une bonne série de rebelles dans mon histoire familiale. les fous du roi, tout ça, tu vas y revenir après? C'était pas des fous du roi, mais ma mère était prospectiviste. D'accord. Ah ouais, donc t'as pris ça au biberon, quoi. Voilà, j'ai pris ça au biberon. D'accord. Et puis, en fait, j'ai travaillé, j'avais un arrière-grand-père qui était vraiment on va dire une figure très contestataire et très engagée sur l'écologie au début du XXe siècle. Ah ouais. Donc c'était vraiment les prémices de cette pensée. Enfin, les prémices, même si ça existait sous d'autres formes auparavant, encore une fois. Mais du coup, j'ai été pas mal biberonné à ça. Et mon objectif, quand je rentre dans une multinationale, c'est de me dire, OK, je vais contribuer à essayer de faire évoluer un modèle d'entreprise. D'accord. Et c'était très chouette. J'ai vécu une expérience extraordinaire. Mais très vite, je me suis rendu compte que l'enjeu, c'était pas tellement la brillance absolue d'une stratégie en tant que telle, mais aussi vraiment sa connexion avec ce qui était vraiment profondément vivant dans l'organisation. En gros, qu'est-ce que l'ensemble du collectif avait envie de porter. Et du coup, de fil en aiguille, très très vite, ça s'est passé dans les 5 premières années. J'avais un job opérationnel, je m'occupais d'une marque en particulier, mais j'ai pris la responsabilité, d'abord de façon officieuse, puis de façon officielle, d'accompagner la transformation de l'organisation vers un projet 360 degrés holistique. Ça me paraît abstrait. Comment est-ce qu'un jeune qui s'occupe d'une marque dans une grande boîte prend la responsabilité de cette transformation? Enfin, tu as un chef qui te laisse faire, qui te fait confiance, qui est attentif à ça. Enfin, comment ça se passe, quoi? Alors, je peux te raconter une anecdote en particulier. Un jour, je vois débouler dans les bureaux, c'était encore des bureaux fermés à l'époque. C'était il y a longtemps, c'était il y a plus de 20 ans. Un des managers de l'équipe et qui dit je comprends pas cette logique de prévision, là ça marche jamais, etc. Okay, il dit juste ça. Et à ce moment-là, je me dis c'est quand même dommage parce qu'en fait, visiblement, ça lui tient vraiment à cœur. Et puis, en fait, on sait très bien qu'on peut pas prévoir. On n'essaie pas de faire de la météo, des ventes, etc. Et du coup, j'ai pris le sujet comme ça, un peu en loose day, et puis j'ai fait des modélisations, et à un moment donné, je suis revenu voir ce manager en question, j'ai dit, voilà, j'ai réfléchi à ton truc, là, il avait complètement oublié qu'il avait dit ça, mais le problème était réel, et donc je lui ai présenté une solution. Et là, il me dit, c'est vachement bien ton truc, ça m'intéresse, mais surtout, mais c'est pas à moi qu'il faut en parler, il faut en parler à ce chef. Et donc, je suis allé en parler à son chef, puis à son sur-chef, etc. D'accord. De fil en aiguille, je me retrouve au comité de direction de la boîte où je ne connaissais absolument personne autour de la table. J'avais à peine 23 ans, je pense. Ah ouais. Et tu leur présentes ton truc. Et je leur présente mon truc. Et là, commence un débat avec beaucoup de friction avec certains des acteurs autour de la table. Et in fine, on se met d'accord sur une solution. Et donc toi, à 23 ans, tu es au comité de direction d'une grosse boîte, de ce que je comprends? Alors, je n'étais pas membre du comité de direction. Non, mais tu étais invité à cette réunion et tu fais le débat avec eux normal, quoi. Voilà. Ah ouais, ça va niveau confiance en soi? Voilà, c'est ça, c'est le côté. Mais j'avais un truc à proposer au service du bien commun. Peut-être ça t'animait et du coup, tu y allais, quoi. Exactement, avec passion. Et en fait, ça s'est passé comme ça, c'est-à-dire que c'est que de fil en aiguille, j'ai pris des responsabilités transversales sur la transformation du collectif. Un autre truc, c'est... avec 2 amis, Michael et Alexandra, on s'est dit, c'est quoi cette histoire, la modalité du dialogue social dans l'établissement où on était là. Et donc, au lieu de se dire, c'est nul, ça marche pas bien exactement comme on voudrait, on s'est présenté aux élections. D'accord, on a direct. été élus avec 88% des voix et on a essayé de transformer une modalité du dialogue social dans le site pour créer une dynamique de transformation. Donc en fait, c'est vraiment cette logique de...
ça s'est fait quasiment par hasard parce que j'ai pris des initiatives sur des sujets qui me passionnaient. Et justement, tu étais ouvert à ça, et donc la petite phrase du manager qui dit « Oh là là, ça marche pas les prévisions », tu l'as tout de suite saisie et est-ce qu'on peut considérer, tiens, tu parlais du flow, est-ce que sur ce moment-là, tu peux considérer que tu étais dans ton flow et que du coup, tu n'as même pas réfléchi, tu as juste fait les choses qui te parlaient et ça a filé comme il fallait? Alors, d'une certaine façon, effectivement, on peut dire ça. C'est-à-dire qu'il y avait un challenge que personne n'avait résolu dans l'organisation à ce moment-là, qui était un challenge technique, mais c'est un problème complexe que personne n'avait résolu. Donc on était bien sur un très haut niveau de challenge, et en même temps, je savais que je pouvais apporter au moins une modalité de raisonnement. Donc finalement, on est proche effectivement de la zone du flow, même si j'étais pas dans le cœur de mes compétences. Je pense que la compétence ici, pour le voir autrement, c'est une compétence de s'autoriser à remettre en cause le statu quo, ce qui est un peu la même logique sous-jacente qu'on retrouve dans le mode d'intervention de Sidekick, et proposer en fait une autre façon de regarder le problème. Et en proposant une autre façon de regarder le problème, tout d'un coup, soit le problème disparaît, soit on se rend compte que ce qu'on nomme le problème, en fait, c'est juste la surface émergée de l'iceberg, et qu'on peut traiter le problème d'une façon différente. Ok. Ouais, ok, donc tu l'as vécu au début un peu intuitivement, et puis ensuite tu t'es dit... Mais bon, c'est pas un hasard, comme tu dis, tu as été biberonné à tout ça. C'est pas un hasard, j'ai été biberonné à tout ça. Et puis, comme je me suis rendu compte que vraiment ça changeait des choses, que ça avait un vrai impact, j'ai commencé à proposer d'autres initiatives. J'ai proposé de façon un peu naïve au départ l'idée juste, et j'ai été soutenu par des gens, des alliés super. Je me rappellerai toujours du jour où Marie-Agnès Debar, qui était la DRH de Danone à ce moment-là, me dit écoute, t'as l'air tellement passionné par ces sujets, t'es rentré dans cette logique de transformation de l'organisation par une partie qui est les interactions avec les organisations représentantes du personnel. Est-ce que ça te dirait pas d'en faire ton job à plein temps? D'accord. Donc c'est des gens elle aussi, qui t'a filé aussi et donc finalement après t'es allé en ressources humaines alors que t'étais en marketing? C'est ça. Okay. Et j'ai pris cette responsabilité grâce à des gens comme Marie-Agnès et d'autres qui m'ont soutenu dans cette dynamique. Et ensuite j'ai rencontré aussi un DRH extraordinaire, enfin 2 DRH extraordinaires, Monique et puis Bertrand, qui m'ont donné des opportunités d'expérimenter en fait sur ce terrain de jeu. Je me suis formé en parallèle, j'ai mis en place une espèce de ritualisation de formation très très approfondie en sociodynamique. Je me suis replongé dans des trucs qui m'avaient déjà passionné, la cybernétique, etc. La systémique, comprendre comment tout ça se passait. Tu as utilisé plein de mots que je suis sûre que mes auditeurs n'ont jamais entendus de leur vie. Et ce qui est assez génial, et alors on peut en parler 2 secondes, c'est quand même un truc dément et qui est très au cœur. En fait, c'est marrant parce que c'est beaucoup de théories qui ont démarré dans les années 40, 50, et notamment, un des trucs que je trouve le plus fascinant, c'est le travail d'un monsieur qui est assez peu connu, mais qui pourtant a révolutionné totalement notre regard sur le monde, les sciences cognitives, la robotique, les IA, etc. C'est une sorte de pionnier fondamental de ça. Il s'appelle Norbert Wiener, qui est, dans les années 50, a posé en fait le concept de cybernétique. Alors, la cybernétique, c'est pas le cyberpunk, la science-fiction, etc. La cybernétique, c'est d'abord l'étude de l'interaction des animaux, des végétaux, etc., avec le milieu naturel, qui est un milieu par essence complexe. Et donc, comment, en fait, nous, en tant qu'êtres humains, finalement, et les autres animaux, les autres êtres vivants, interagissent avec un environnement imprévisible. Okay. Et à partir de cette étude, parce que un des fruits de la cybernétique, ça a été évidemment de développer de la robotique, c'est-à-dire non pas seulement une machine qui, dans un environnement contrôlé, toutes choses égales par ailleurs, va toujours reproduire les mêmes choses de plus en plus vite, de plus en plus performant, mais un robot qui est capable d'interagir avec un milieu imprévisible. Okay. Ce qui est le cœur de la robotique. Un premier truc que je voulais qu'on partage à nos auditeurs, c'est cette différence entre un milieu compliqué et un milieu complexe. Et comme moi, je sais que j'accompagne beaucoup de dirigeants qui sont des contrôle freaks. Je suis une contrôle freak qui se soigne. Comment est-ce que cette notion-là, entre milieu compliqué et milieu complexe, peut nous aider à lâcher un peu du lest? Tu as raison. Milieu compliqué, milieu complexe, ou milieu simple, ou environnement, ou système, c'est des vulgarisations de tout ça, mais c'est effectivement complètement en lien avec le travail de Wiener et évidemment de tous ceux qui l'ont suivi, toutes celles et ceux qui l'ont suivi. L'enjeu, c'est de comprendre que
un avion, par exemple, ou un appareil photo, une caméra, un smartphone, etc. C'est un système compliqué. Un système compliqué, là, on le définit d'une façon finalement assez basique, c'est de dire si on se donne les moyens, qu'on met autour de la table les compétences, etc., on est capable de reproduire sous forme de plans, sous forme de ressources, de matériaux, etc., à mettre en œuvre, une machine dont on va, peu ou prou, prévoir le comportement. D'accord. Et Donc, c'est-à-dire que mathématiquement, avec la puissance de calcul qu'il faut, etc., on est capable de prédire les résultats. on est capable de prédire les résultats, et puis surtout, on est capable de dire, bah voilà, on va construire un avion, il va se comporter de cette façon, et puis si on veut optimiser l'avion, voilà comment il va se comporter. Un avion ou une usine à gaz, comme on dit, c'est un milieu compliqué. Mais il y a une différence avec ce qui est de l'ordre du vivant, les systèmes, ce qu'on appelle les systèmes ouverts complexes, ou des systèmes complexes ouverts, enfin peu importe la terminologie, en fait, ça a des caractéristiques qui sont différentes. Un système complexe, comme peut l'être une entreprise, une association, un quartier, un couple, une personne en tant que telle, c'est un système qui a une membrane et qui est mu par un élan intérieur. C'est-à-dire qu'à son propre jugement, qui finalement, il y a une forme d'autonomie, de mise en mouvement. Okay. Si dans un système comme une organisation, on a plein d'agents hétérogènes, de personnes qui sont en interaction, qui sont elles-mêmes des systèmes complexes, et qui sont en interaction avec des flux et des feedbacks, okay, donc des boucles de circulation interrelationnelle, eh ben on a une caractéristique dans un système complexe, par essence, une organisation, une entreprise. C'est le principe d'équifinalité. C'est qu'à partir d'un état donné, on ne peut pas prédire avec certitude son état futur. Et son comportement. Non seulement ni le résultat, ni le comportement. C'est rigoureusement impossible. D'accord. On peut l'orienter, avoir des idées, mais c'est rigoureusement impossible. Ce n'est pas une question de puissance de calcul. Et donc ça remet en cause l'imaginaire, sociologiquement parlant, du XXe siècle, qui est l'imaginaire de contrôle. Ouais. Et le drama de plein de gens, en plus, qui sont un peu intelligents, etc., qui se disent que s'ils réfléchissent un peu plus, s'ils mettent plus de moyens en œuvre, etc., ils vont tout contrôler. Et oui. Et en fait, on reste dans cet imaginaire, pour être très très concret, qu'on a eu pendant des centaines d'années, que typiquement, puisque si on prend le système complexe le plus proche de nous, c'est-à-dire nous-mêmes, on pensait qu'en gros, on avait le siège des émotions, soit dans le cœur, soit dans le cerveau, un peu plus tard, et qu'il y avait un point central de contrôle. D'ailleurs, c'est marrant parce que sur les robots, au départ, on a voulu reproduire ça, avoir un CPU au milieu qui contrôlait tout. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui, avec les avancées de la science, la compréhension les sciences cognitives qui te passionnent, et que d'abord, on a des neurones partout, et que c'est bien l'interaction de tous ces centres qui ont un certain degré d'autonomie et des interactions avec les autres qui rendent le système complexe plus ou moins opérant. Complètement. Et puis, alors moi, en plus, je suis un peu complice de tout ça, donc c'est important de le préciser. Moi, je travaille beaucoup avec les gens. La méthode 108 milliards, c'est on va modifier nos pensées, puis ça va du coup impacter nos émotions, puis nos comportements. Donc, schématiquement, on a un peu l'impression que ça se passe au niveau du cerveau et qu'ensuite, ça va cascader. Mais je le dis aussi énormément, ça c'est vraiment la caricature, mais qui permet, en tout cas moi je trouve que c'est important d'avoir des représentations simples de la réalité pour avancer, mais c'est loin d'être la réalité. Et typiquement, moi en ce moment je me passionne énormément pour le côté physiologique des choses. Dit très simplement, quand t'as pas dormi, tu peux faire tous les téléchargements de pensée que tu veux, tu peux avoir le meilleur coach du monde, il va rien se passer. Donc se dire vraiment, voilà, comme tu dis, on a des neurones partout, ce qu'on mange, ce qu'on respire, etc., a un impact là-dessus. Et nos émotions également, évidemment, tout ce qui, si je prends des termes de l'école de Palo Alto, c'est une information, c'est une différence qui fait la différence. Tout ce qui va nous stimuler et qui va générer une émotion va aussi avoir un impact direct sur notre manière d'interagir, sur nos comportements. Et évidemment, du coup, dans une organisation, tant qu'on garde ce paradigme qui a un point central de contrôle, qu'une bonne organisation, c'est une organisation avec un chef et des moyens et des objectifs, eh ben, on va se planter. Et on va être frustré. La clé, vraiment, qui est au cœur, c'est d'abord d'embrasser le fait qu'une organisation, quelle que soit sa taille, un binôme, un trinôme ou une boîte de 100 000 personnes, c'est un système ouvert, complexe, vivant, ce qui ne veut pas dire, parce que ça peut être aussi à la mode en ce moment, qu'on ne peut rien faire. Ce qui est important, c'est d'abord d'embrasser ces caractéristiques. Embrasser ces caractéristiques, les accepter qu'il y a une part de notre modalité de leadership, de notre
élan qui justement s'exprime à titre individuel et à titre collectif, sans que l'élan collectif soit la somme des élans individuels, puisse finalement se mettre en œuvre, puisse se déployer à condition qu'on lâche ce paradigme de contrôle. Ok. Alors, il y a plein de choses que tu as dit. J'aimerais bien, après, qu'on revienne sur... tu disais, chaque être vivant a un élan qui lui appartient et tout. On va y revenir après, on l'oublie pas. Mais revenons un peu à ton parcours. Donc, tu es chez Danone, tu expérimentes plein de choses, tu apprends, on te laisse, entre guillemets. C'est un mélange de toi qui saisit des opportunités. Et des opportunités. Et de la place. Voilà, exactement. Donc, tu t'éclates, tu fais ça pendant combien d'années? Donc, finalement, tu fais du sidekicking, mais en interne. J'ai accompagné, ne serait-ce qu'en France, j'ai accompagné une dizaine de DG. De Danone. Des entreprises locales, oui. Ouais, voilà. Et en fait, mon rôle, c'était vraiment le rôle des fous au Moyen-Âge. C'est-à-dire, en fait, être un interlocuteur qui va poser de façon impertinente, parfois de façon provocante, mais toujours au service de l'entreprise, au service de sa finalité, au service des questions qui dérangent, qui ouvrent des angles morts, qui permet de questionner en disant, mais en fait, typiquement, en venant questionner un DG sur son intention personnelle derrière un projet qu'il présente comme étant au service des intérêts de l'organisation et que finalement qui est ressenti comme quelque chose de dissonant. C'était quoi un peu ton... Alors c'est peut-être des détails, mais je pense que c'est pas si anodin parce qu'il y a plein de gens qui ont des représentations de l'accompagnement, etc. Donc tu étais au sein de l'équipe, donc tu n'étais pas quelqu'un d'extérieur. Je sais pas, d'habitude, un peu, moi je connais plutôt un peu le coaching, tu vas dire le coach il est extérieur à l'organisation et puis il va questionner le DG, etc. Toi, tu es biaisé aussi, à fond. Là-dedans. Bien sûr. Parce que je sais pas si c'est ton boss le DG en question ou en tout cas je sais pas comment déjà dans l'organisation comment est-ce qu'on t'a placé pour que tu puisses faire ton travail de fou du roi entre guillemets sans dire attends peut-être que ma promotion elle dépend de lui donc je vais pas trop le déranger tu vois ce que je veux dire. Là où j'étais chanceux là aussi c'est que en fait depuis les années 50, depuis avril 1954 très précisément, nourri par toutes ces réflexions que j'ai citées précédemment, le choix de cette entreprise ça a été aussi de valoriser un rôle qui s'appelait le développement des organisations avec une certaine autonomie. D'accord. Et c'est-à-dire, toi, tu étais dans cette direction-là, quoi. Voilà, j'ai pris la responsabilité de ce job et c'était très pertinent. Ça a été inventé par Antoine Riboud à l'époque avec Jean-Léon Donadieu qui était le DRH de l'entreprise, dans une logique de dire en fait il faut qu'on crée ce dialogue, c'est-à-dire cette intelligence, mais qui existe depuis la nuit des temps. Ouais. Et du coup, toi, ça t'a permis de te sentir assez indépendant en faisant ton métier dans l'organisation, quoi, parce que tu faisais partie de cette... Il y a un cadre qui l'a permis, comme je le disais tout à l'heure, évidemment, c'est pas moi, génial, j'ai tout inventé, pas du tout. Je m'inscrivais dans une filiation et je me suis autorisé à faire ça. D'accord. C'est-à-dire que peut-être la seule chose que je peux peut-être valoriser, c'est de dire c'est ce que j'appelle avec mon complice de travail et d'exploration, Olivier Pastor, ce que j'appelle la bienveillance impitoyable. D'accord. C'est-à-dire c'est une posture qui consiste à dire que les ressources les plus efficientes pour faire évoluer le champ stratégique sont des ressources qu'en sociodynamique on appelle des concertatifs, c'est-à-dire des gens qui sont très synergétiques avec le projet, qui sont là au service du projet, qui sont pas en train de poursuivre un autre agenda, et qui exercent de façon massive leur antagonisme. D'accord. Alors, c'est-à-dire, on va chercher plus de synergie que d'antagonisme, mais c'est comme les meilleurs amis. Nos meilleurs amis, c'est bien des gens qui sont extrêmement bienveillants, qui veulent notre bien, bienveillance, et en même temps, qui ne vont pas s'apitoyer sur nous. Sinon, on crée des triangles dramatiques, on va aller chercher un sauveur, ou au contraire, on va se positionner en victime. Enfin, peu importe où on va se positionner. Soit on va chercher un sauveur, soit on veut se positionner en sauveur. Mais ça, c'est des modalités interrelationnelles qui ne sont pas des modalités qui sont au service de chacun des individus qui la composent. Donc toi, tu as pu, en fait, entre guillemets, comme tu dis, tu étais dans une organisation qui t'a permis ça, en toute indépendance, etc. Mais tu vois, je sais pas, je me dis, j'ai l'impression que tu parles des relations genre victime, persécuteur, sauveur, on connaît tout ça. J'ai l'impression que c'est tellement courant. Comment est-ce que tu as fait en sorte de créer des relations avec les DG que tu accompagnais, du coup? Donc toi, tu n'étais pas dans leur, on va dire, dans leur organigramme, tu étais à côté. Donc
tu avais le droit, entre guillemets, de venir les embêter. Comment tu as créé un lien de confiance qui fait que ils te disaient pas, non mais attends, là, tu m'emmerdes Alors ça s'ajuste en fonction des personnalités, c'est pas toujours la même chose, mais la clé, et c'est aussi une clé de quand ça se passe dans des groupes, parce que là on parle de l'interaction en one-to-one, mais dans des groupes c'est la même chose, c'est la même chose dans les cadres thérapeutiques. La clé, c'est le cadre de sécurité. D'accord, donc d'abord t'installais ce cadre, tu créais déjà du lien avec les DG que tu devais accompagner. Mais par exemple, comment ça se passait je rentre dans le détail parce que je pense que ça peut expliquer beaucoup de choses après. Qui décidait que tu allais accompagner tel DG, donc d'une des filiales comment ça se passait en fait ? Ça se passait d'abord parce que j'étais dans des business units et que c'était assez cohérent. C'était cohérent avec ce rôle historique et que c'est aussi une question de se donner des autorisations. Souvent, avec les leaders avec lesquels je travaille aujourd'hui, je me rends compte, quelle que soit leur place dans une organisation, de toute façon, on a toujours, il y a toujours symboliquement au moins quelqu'un qui est au-dessus de nous et en fait, on ne s'autorise pas assez. Mon constat, c'est que souvent, on se crée des enfermements, une absence d'autorisation, on ne s'autorise pas à dire je voudrais travailler là-dessus, etc. D'accord. Moi, donc mon toi, côté, tu t'es donné l'autorisation. C'est peut-être ça, le truc, si tu veux, qui a fait que de fil en aiguille, il s'est passé ces choses. C'est ce que les Américains appellent fake it until you make it. À un moment donné, au pire, ça marche, quoi. Ouais. Tu dis, voilà, moi, je te propose de travailler là-dessus, ou je challenge, ou je pose. Et c'est oser poser les questions qui sont les questions que personne n'a envie d'entendre et en même temps qui sont nécessaires. Et sur le moment, c'est inconfortable, mais quand tu as l'expérience une fois, 2 fois, 3 fois, que ça participe à la performance collective, voire à la performance dans tous les sens du terme. Ça peut être une performance économique, une performance environnementale, ou du bien-être des équipes, que ça permet de débloquer des choses. Et c'est extraordinaire. Tu te dis, ok, c'est un schéma qui marche. Lancé, quoi. Et après, tu es lancé. Et puis après, tu peux te raccrocher à des enjeux théoriques, etc. Mais le vrai truc, c'est un très beau sujet. En fait, il y a énormément d'organisations où les phénomènes d'autocensure favorisent des comportements de verticalité, de mauvaise qualité managériale et des décisions qui font qu'on va dans le mur. C'est ce que Ervin Janis a décrit dans les années 70, en disant ça c'est la pensée de groupe. C'est comment on prend des mauvaises décisions. Alors vas-y, explique ça. C'était un des trucs importants que je voulais qu'on Une des pépites. Partage. Une des pépites, voilà. J'adore ces sujets. Alors vas-y, explique la différence entre la pensée de groupe et l'intelligence collective avec des exemples que tu nous as partagés et peut-être d'autres. Alors d'abord, je peux préciser que c'est un parti pris de recherche, de comparer ces deux axes parce qu'ils n'ont pas été conçus de cette façon-là, mais je trouve ça particulièrement intéressant de les comparer. La pensée de groupe, donc, puisqu'on est démarré par ça, c'est un constat que fait donc Ervin Janis dans les années 70. Il dit, c'est incroyable, les États-Unis d'Amérique, ils ont tous les pouvoirs. Ils ont de l'argent, ils ont des ressources militaires, des moyens, de la technologie, etc. Et régulièrement, ils se plantent sur des opérations catastrophiques sur le plan aussi bien symbolique que géopolitique. En l'occurrence, il avait fait une analyse assez approfondie de la situation de la baie des Cochons. Donc, quand ils avaient envoyé les mercenaires pour essayer de reprendre Cuba. Bon, mes auditeurs ont une culture générale, ils connaissent la baie des Cochons, sinon je les laisse regarder. Dans ce contexte-là, donc Ervin Janis étudie plein de situations et il dit, en fait, c'est incroyable, on peut avoir des collectifs constitués avec des gens qui individuellement ont des compétences, des ressources, etc. et arriver à des décisions catastrophiques quand il y a un certain nombre de caractéristiques qui sont réunies. Première caractéristique, c'est une modalité de leadership descendant. D'accord, un chef qui décide tout. Quand on a une modalité dictatoriale, évidemment, on entretient à mort l'illusion du chef, ses limitations, ses blind spots, etc. Et du coup, évidemment, si on a un chef ou une chef dictatoriale, c'est un premier facteur. Mais est-ce que la plupart des chefs ne sont pas dictatoriaux aujourd'hui ? Non, je dirais pas ça. Je pense pas qu'on puisse généraliser. Je pense que par contre, pour aller dans ton sens, on a un imaginaire collectif, une représentation symbolique, notamment nourrie par plein de figures héroïques de grands chefs politiques comme Charles de Gaulle ou Napoléon. Arrête, j'ai fait un post etc. LinkedIn sur de Gaulle aujourd'hui. Et donc qui vraiment valorise en fait ce type de posture.
Et puis, ça a aussi des raisons, c'est que ça valorise beaucoup l'ego des personnes concernées. Mais donc, un leadership descendant. Le deuxième facteur, c'est l'homogénéité de la population qui compose l'organisation. D'accord. Quand tu as un collectif de 5-6 personnes qui ont tous fait les mêmes écoles, qui sont tous des mecs blancs de plus de 50 ans, etc., etc. Attention, dans 3 entiers. Ok, et ben j'espère que dans ces moments-là, moi je serai avec des collectifs très diversifiés pour participer à ma place, mais aussi laisser s'exprimer d'autres points de vue. Et c'est vraiment un enjeu critique, c'est que c'est évidemment donc, quand il y a de l'homogénéité. Tu mets des gens qui se ressemblent beaucoup, qui pensent pareil, qui ont la même histoire, et avec un patron un peu dictatorial. Donc déjà, ça c'est deux critères catastrophiques. Ok. Troisième critère, évidemment, c'est l'autocensure. Et alors là, ça nous ramène non plus à la responsabilité du dirigeant, mais à la responsabilité de chaque personne concernée. Je vais pas m'embêter, pourquoi je vais aller dire le truc ? Pourquoi moi, je vais aller dire exactement l'exemple que tu donnais tout à l'heure, cette espèce de prendre le risque de dire ah, moi, je vais aller dire le truc pas sympa. Pourquoi je pourrais dire ça ? Si tu rajoutes à ça des facteurs de stress, d'urgence et de survalorisation des données, ça, c'est très intéressant ce facteur, c'est de dire... statistiquement, on a 90% de chances que ça se passe bien. Et donc, à un moment donné, il y a le biais de confirmation qui se met en place. Tu connais ces choses par cœur. Et qui font que, finalement, le collectif se dit, tiens, c'est comme ça. Je vais aller valoriser. Et du coup, on va prendre cette décision. Et on va complètement oublier le niveau de risque. C'est malheureusement ce qui s'est passé quand la navette Challenger a explosé. C'est-à-dire que la NASA disposait de 100% des informations qui lui montraient qu'il y avait X% de chances que les 2 réacteurs latéraux puissent exploser quand les conditions de température n'étaient pas bonnes et parce que les joints ne tenaient pas au moment du lancement. Et malheureusement, dans une logique de pensée de groupe, ils ont quand même décidé de faire le lancement et ça a traumatisé des millions d'enfants américains qui ont vu une prof exploser au décollage de la navette Challenger. C'est un des exemples les plus connus de processus de pensée de groupe. Il y en a plein d'autres. C'est très centré autour des États-Unis parce que les études ont beaucoup été menées là-bas, mais c'est pas très difficile. Je peux renvoyer aux travaux de Bernard Hougon et Laurent Falk qui montrent aussi d'autres exemples. Et est-ce que tu as des exemples peut-être plus petits, plus dans le quotidien, où on peut voir cette pensée de groupe, je sais pas, dans une start-up ou même dans des familles. Mais tout le temps. Tout le temps. Est-ce que tu as un truc Quand tu as des cofondateurs de start-up ou cofondatrices, ça marche dans les 2 cas, qui viennent tous du même univers, finalement, on voit qu'il y a des schémas qui se répètent, qui créent des difficultés, qui sont simplement liés au fait qu'on a un collectif extrêmement homogène qui doit décider dans l'urgence, qui peut, dans certains cas, être uniquement centré sur cette illusion absolue qu'on prend que des décisions rationnelles et du coup va tout décider à partir de tableaux de chiffres et qui, sans le comprendre vraiment, parce que c'est des gens qui bossent beaucoup, etc., qui se disent « Ok, on n'est pas dans une boîte pour se faire des potes, c'est bien, on se comprend bien puisqu'on a tous les mêmes profils, on raisonne avec des tableaux Excel dans tous les sens. Comment ça se fait que ça ne marche pas aussi bien ?» Ça a donné lieu à un bouquin dont je trouve le titre hilarant qui est « Mais pourquoi il n'applique pas ma stratégie ?» À un moment donné, il y a quand même cette logique de... finalement, on s'auto-entretient. Et c'est aussi une réalité de notre quotidien. Tout le monde le sait aujourd'hui. Les réseaux sociaux, les algorithmes, etc., ont tendance à nourrir à mort nos biais de confirmation et du coup à nous enfermer de plus en plus, ce qui est une explication assez logique sur le fait que notamment les orientations politiques se polarisent aux extrêmes, puisque du coup, on est de moins en moins exposé à des idées qui ne ressemblent pas aux nôtres. Ouais. Mais parce que je pense que c'est hyper inconfortable d'être exposé à des idées différentes, à des gens différents. C'est tellement... Justement, je pense que c'est beaucoup plus confortable pour 2 start-upers de se mettre avec des personnes qui leur ressemblent, entre guillemets. Et du coup, comment est-ce que les gens peuvent un peu s'entraîner, se muscler à aimer l'inconfort ? Parce que c'est ça que j'entends finalement. Si t'aimes l'inconfort, ça change la donne, non ? Alors, c'est très bien résumé, effectivement. C'est que si je reprends le fil de notre conversation, on dit, en gros,
on est tous clairs qu'on est dans un environnement complexe, mais que les objets organisationnels, les entreprises, les startups, les associations, les familles, les couples, etc., qu'on crée, généralement on est très conscient de ça pour les couples, très peu conscient de ça pour les entreprises. Hein. Oui, alors qu'en fait les duos de sont des fondateurs, objets, sont des objets complexes, et que du coup, par essence, on ne peut pas contrôler un objet complexe par le haut. On ne peut pas contrôler dans un point central. En fait, il existe des multiples points de contrôle en interaction. Donc tout est un enjeu d'interaction, de frottement, de divergence, etc. Donc, soit on dit « je ne veux pas ça », et là je vais aller chercher à travailler dans une organisation ou à fonctionner avec une modalité qui se rapproche le plus possible d'une machine. Soit je décide de dire « moi j'ai envie de m'éclater et j'assume l'inconfort ». J'assume l'inconfort de ces interrelations pour pouvoir avoir une performance plus grande, me sentir encore plus dans mon élément, être bien dans mes baskets, etc. etc. Mais on le fait tout le temps. Toi, tu encourages des gens à créer des nouveaux rituels pour casser les habitudes. Et casser son habitude, c'est toujours inconfortable. Et c'est les mêmes registres. C'est-à-dire se dire, OK, c'est quoi le bénéfice que je pourrais tirer d'oser sortir de mon confort? C'est quoi le bénéfice que je pourrais tirer d'aller me confronter à des points de vue qui non seulement ne sont pas les miens, mais en plus me confrontent dans mes convictions, me font vibrer. C'est la même différence entre je décide de faire du sport de façon amateur de temps en temps, comme ça, une fois de temps en temps sur la plage pendant les vacances, ou est-ce que je décide de me mettre vraiment et je cherche réellement une performance? Eh ben, entre la situation 1, c'est du fun, du loisir, etc., et la situation 2, il y a forcément un inconfort qui est lié à la transformation de nos habitus, d'une exigence et une rigueur. C'est pour ça que les organisations les plus avancées en matière organisationnelle sont des organisations extrêmement performantes, mais aussi extrêmement exigeantes. L'intelligence collective, qui est l'inverse de la pensée de groupe, c'est un sport de haut niveau. Mais c'est génial. Alors explique l'intelligence collective. Donc l'inverse de la pensée de groupe, mais... L'intelligence collective, c'est créer les conditions, en tout cas pour créer les conditions de l'intelligence collective, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans des situations où un collectif est en capacité d'apporter des solutions innovantes, plus performantes, etc., dans certains cas même que certains experts, parce que y a tout un champ qui est ouvert. Pour faire ça, il nous faut d'abord un cadre de sécurité. C'est la même chose que ce dont on discutait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a vraiment besoin de créer un cadre qui dit c'est légitime pour chaque personne de s'exprimer complètement, en toute indépendance, qui est le deuxième critère. C'est de dire il me faut de l'indépendance, la possibilité pour chacun de s'exprimer librement, sans être soumis à des pressions, sans être soumis à des menaces. Genre, si tu dis ça ou si tu dis non, je vais te virer, tu vois, les trucs un peu terribles. Et dans un collectif, du coup, extrêmement le plus hétérogène possible, si on voulait faire finalement l'intelligence collective maximale pour pouvoir faire un clin d'œil à ton podcast, et on réunirait les 108 milliards d'êtres vivants et on les mettrait autour d'une table en disant on va collecter tous les points de vue pour avoir un maximum de diversité de points de vue. Et avec cette diversité de points de vue et cette indépendance... Alors c'est mon côté perché, mais moi je pense qu'on les porte en nous. Les 108 milliards d'histoires. Mais il faut les laisser s'exprimer. La clé, justement, c'est, à l'inverse de la pensée de groupe, c'est l'absence d'autocensure. C'est pour ça que cette dynamique de dire, dans un monde complexe, l'enjeu, c'est d'oser s'affirmer, d'oser prendre des initiatives, d'oser dire un point de vue marginal. Les idées marginales et l'esprit critique sont les meilleurs atouts pour coopérer, transformer, avoir des performances durables. J'entends. Et sur le papier, je vois bien, mais tu as raison, c'est un sport de haut niveau parce que c'est tellement difficile, en vrai. Et c'est très difficile, notamment parce qu'on est conditionné intellectuellement, notamment par tous nos modèles éducatifs, à donner la bonne réponse. Essayer de trouver la bonne réponse. En intelligence collective, il y a un principe qui est un principe qui suit ce que je viens de citer, qui est la territorialisation de la pensée. C'est-à-dire qu'on va partir du principe que les erreurs ou les idées qu'on pourrait qualifier d'idées débiles, en fait, contribuent à l'intelligence collective. Et ça, c'est très déstabilisant, surtout quand on travaille sur des sujets, sur qu'est-ce qu'on fait avec le changement climatique, etc. Qu'est-ce qu'on fait généralement? On amène des profs qui vont nous expliquer la life et après on dit « Qu'en pensez-vous ?» Ça, c'est super, c'est très bien.
de faire ça, pour s'enrichir, s'exposer à des nouveaux points de vue. Ça participe de ce mouvement. Mais ça crée un biais, c'est qu'on élimine la territorialisation de la pensée. Or, pour démontrer ça, il y a l'anecdote qui est assez connue quand on travaille sur l'intelligence collective, qui était reprise dans l'expo Fouloscopie, la Cité des sciences et de l'industrie, qui est une expo qui est itinérante. En 1906, il y a un Anglais, Sir Francis Galton, qui était un gars assez exécrable, mais très intelligent, qui fait le constat suivant. Il va dans l'équivalent de la foire de Paris, une espèce de salon agricole, pas la foire de Paris, le salon d'agriculture. Il va dans le salon d'agriculture en Angleterre et puis il constate qu'il y a une tombola, une espèce de concours. Il présente le concours, c'est le suivant. Sur une estrade, il présente une vache. Okay. Et le concours, le suivant, c'est si vous devinez combien on va tirer de viande de cette vache après qu'elle soit passée à l'abattoir, c'est charmant. C'est pas cool de me dire ça, moi je suis végétarienne. Vous gagnez la vache. La viande. Okay. Et il y a 800 personnes qui participent. Il y a 793 bulletins lisibles, de mémoire, ou 783. Et évidemment, il y a une personne qui est assez proche du résultat, qui gagne le truc, c'est super. Mais c'est pas ça qui intéresse Galton. Ce qui intéresse Galton, c'est que sur les bulletins lisibles, quand il en prend la médiane, précisément, il arrive sur le poids de la viande. Avec des erreurs absolument monumentales. Alors, si vous voulez reproduire cette expérience, je vous propose de ne pas le faire avec les vaches, parce que c'est moins sympa. Mais quand j'ai reproduit 17 fois cette expérience avec des étudiants, des groupes de personnes diverses et variées, notamment en amphithéâtre, c'est assez marrant, ou dans des événements qui regroupent un grand nombre de personnes. Et là, généralement, on présentait une bonbonnière avec des dragibus dedans, et ces petits bonbons là, et le concours était le suivant. Si vous trouvez combien exactement de bonbons dans la bonbonnière sans l'ouvrir, donc vous avez le droit de tourner autour, de l'observer, etc., sans l'ouvrir, vous gagnez les bonbons. Et donc ça, c'est évidemment, c'est assez marrant. Quand tu fais ça avec des jeunes, des étudiants, tu mets des bonbons, ils sont trop contents. Et donc il y a suffisamment de gens qui participent. Et on fait le même type d'exercice. Et alors, ce qui est le plus intéressant pédagogiquement pour moi à cet endroit, c'est ce qui se passe au moment où on révèle les résultats. On révèle les résultats, on dit « Ah, Mounia, c'est formidable, t'as trouvé qu'il y avait... ta prédiction, c'était 540 dragibus, il y en avait 546, c'est magnifique, Mounia, on te remet les bonbons, Mounia distribue des bonbons partout autour d'elle, ça devient la star de la journée, c'est génial. » Et puis après, pour le jeu, pour le théâtre, je vais me tourner vers un autre étudiant, je vais dire « Bon, Baptiste, 200 dragibus. Alors Baptiste, t'as tourné autour là, tu vois, j'amène la bonbonnière, 200 dragibus, tu vois, on en voit plus que 200. Je me fous de la gueule de Baptiste en mode méchant prof, comme ça, et puis après je vais me tourner vers Annabelle, et je lui dis, Annabelle, 3000 dragibus, t'as fumé la moquette, machin, tout le monde se moque de Baptiste et Annabelle. Après, je présente le résultat collectif. Et évidemment, je n'ai pas choisi Baptiste et Annabelle au hasard. Je montre le résultat avec la médiane, avec tous les résultats de tout le monde. Il y a toujours quelqu'un dans la salle qui dit « Ouais, mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette arnaque ?» Donc, je montre tous les résultats individuels. Je montre que, en fait, on arrive au bon nombre de bonbons, à 1, 2, 3 près. Ouais. En faisant la médiane. En faisant la médiane. Et là, je fais un truc, c'est que j'enlève le résultat de Baptiste. Le résultat est moins bon. J'enlève le résultat d'Annabelle. Le résultat est moins bon. Évidemment, j'ai choisi Annabelle et Baptiste. Mais ce que ça montre, c'est simplement que les points de vue d'Annabelle et de Baptiste, qui sont objectivement faux, objectivement, ils n'y ont pas passé beaucoup de temps, ils n'ont pas mis toute leur... Ou alors, ils ont vraiment un problème pour compter. Mais peu importe. En fait, ils participent, avec leur point de vue erroné, à la qualité du résultat collectif. Ouais. Et ça... c'est une démonstration, quand on développe un peu avec les étudiants, c'est une démonstration en fait de la nécessité de diversité et de territorialisation de la pensée. Autrement dit, si on veut prendre des bonnes décisions, il faut qu'on arrive à décider avec des gens avec qui on est en totale opposition, et avec qu'on des gens considère qui comme vont des non-experts. Prendre des mauvaises décisions. Ouais, exactement. Il y a plein de gens qui contestent cette approche. Il y a des points de vue assez différents sur le sujet, mais c'est extrêmement intéressant, surtout quand on pense la dynamique collective dans les entreprises et quand on pense la dynamique à l'échelle des pays. Quand on pense à quel est notre élan collectif, eh ben, on ne peut pas déterminer notre élan collectif en essayant d'imposer notre point de vue partisan à tous les autres. On
on peut essayer de se mettre autour de la table et de déterminer ensemble, finalement, ce qui nous réunit malgré nos différences. C'est ce que les convivialistes appellent le mouvement convivialiste. Ils disent, notre ambition, c'est comment coopérer en s'opposant sans s'entretuer. Ouais, mais le sans s'entretuer, il est fondamental. C'est pour ça que je l'ai dit. Non, mais je sais pas, moi je pense que ça m'arrive de pouvoir être un peu la leader dictatoriale. Quand je veux pas sortir de ma zone de confort et qu'on vient me chercher. Je pense il y a pas longtemps, on a fait une réunion avec les coachs 108 milliards et tout. Il y a eu un moment où j'ai senti ça. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Donc dans des moments, voilà. Et moi, mon truc, donc c'est soit j'ai pas envie de sortir de ma zone de confort ce jour-là pour une raison X ou Y. Le deuxième élément, c'est que j'ai pas envie d'avoir des conflits et que j'ai l'impression que la plupart des gens, et moi y compris, moi, je suis pas très très forte là-dedans. Si on était ceinture noire en communication non violente, tout ce que tu proposes est génial, mais à titre perso, je sais que je suis pas du tout ceinture noire en communication non violente. Donc, du coup, je vais me dire, va pas dans ta zone d'inconfort aujourd'hui parce que tu risques d'être agressive, tu risques de créer un conflit, en fait, de pas être sympa. Donc, il y a aussi le sois gentil. Tu vas pas être gentil si tu es confronté à des trucs trop... Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ouais. Et c'est le cœur. Tu fais le lien avec la communication non violente. Il y a un livre très pédagogique de Thomas d'Azembourg qui s'appelle « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». L'enjeu, et pour moi, il faut pas que ça devienne une injonction. D'ailleurs, c'est assez marrant cette formulation parce que soyez vrai, ça devient une injonction. Mais le point, pour moi, c'est d'être au clair avec son intention. C'est tout à fait légitime que certains jours, on soit fatigué. Tu en as parlé tout à l'heure, qu'on a plein de signaux, qu'on ait un ressenti émotionnel divers et qu'on n'ait pas envie. Et qu'on ait envie justement de confort, qu'en fait on est là mais on aurait préféré rester sous la couette bien au chaud avec une bouillotte. Ok, la question c'est d'être en conscience de ça, de dire en fait là j'aimerais bien aller me battre, mais c'est comme pour les sportifs de haut niveau, on sait que ceux qui ont les meilleures performances c'est ceux qui savent aussi se reposer. Donc l'idée c'est pas qu'on tombe dans une nouvelle norme qui voudrait dire il faut absolument que on soit combatif tous les jours, etc., ce qui serait extrêmement excluant et qui participerait pas justement à cette logique d'inclusion qui est au cœur de la dimension d'intelligence collective, qui est au cœur de l'éthique du CARE, mais c'est d'être en conscience et de surtout, pour le coup, ne pas rentrer dans une routine qui nous fait préférer cette logique de confort tous les jours et qui finalement, peu à peu, va nous enfermer dans quelque chose qui est très déprimant. D'accord, donc c'est une question de dosage. C'est une question de dosage et puis c'est une question de reconnaître là aussi, dans toute notre complexité, que tous les êtres vivants sont mus par un élan vital, sont mus par une volonté de se développer. Toutes les études qui ont été faites sur c'est quoi les fondamentaux qui font qu'une personne est heureuse ou non, que ce soit des études de fin de vie, que ce soit des études en continu, etc., et nous montrent qu'en fait, il y a cet élan, cette volonté de s'exprimer en autonomie, cette dynamique de recherche de sens de plus grand que soi, cette volonté de se développer de sans capacité, elle est présente quelles que soient les civilisations. Alors, justement, sur ça, si tu es d'accord, j'aimerais bien qu'on fasse un deuxième épisode qui parle de ça. Est-ce que tu serais d'accord ? Avec plaisir, okay. Donc on garde ça pour après. C'est un teaser. Ouais, voilà, c'est un teaser. Il faudra écouter le deuxième épisode avec Martin. Et si on revient du coup, donc intelligence collective, pensée de groupe, communication non violente, comment donc du coup un dosage un petit peu de ok, je vais aller me mettre un petit peu en danger, je vais pas rester dans un petit quotidien trop confortable tout le temps parce que sinon je vais m'enfermer dans ça. Donc typiquement pour un dirigeant de manière très concrète, regardez les gens avec qui vous bossez au quotidien, s'ils sont tous comme vous, qui pensent comme vous, posez-vous une question. Introduisez des facteurs de changement, de diversité autour de vous au maximum. Et acceptez aussi que vous allez doser ça parce que vous n'êtes pas tout le temps prêt à vous faire bousculer. Est-ce que c'est un peu ça le... Alors oui, ouais. on peut dire ça et c'est même... ça peut prendre plein de formes différentes. Tu as tout à fait raison, c'est-à-dire de dire tout le monde n'a pas la possibilité dès le lendemain matin de dire je vais changer toute mon équipe de direction, mes partenaires, etc. Par contre, se donner l'opportunité d'aller voir, de s'exposer
a des points de vue très différents, ça, généralement, c'est assez facile. On dit, comment je fais ? Prenez un sidekick, je fais de la pub. Tu peux aller chercher, justement, de la confrontation dans un cadre extrêmement sécurisé, avec un partenaire de jeu comme un sidekick ou une sidekick, qui vont... en fait, dans une dynamique de one-to-one, venir challenger, ouvrir les angles morts, venir pousser. Tu peux créer ce qu'on appelle des advisory boards, des groupes de codev, etc., qui ouvrent le champ dans un cadre extrêmement sécurisé, en bienveillance, sans complaisance, pour venir se faire bousculer sur ses convictions. Ou de manière même plus simple, en parler, parle de ton problème de codir à ton repas de famille avec ta grande tante. Et vois ce qu'elle en pense. Et c'est fascinant. Je peux te donner un exemple très concret, je pense, qui matérialise ça très bien. Et c'est une initiative qui est portée par Déborah et Stéphane, qui ont créé Conf Kids et les Canaries dans la mine. C'est quoi ? Et l'initiative est très marrante, assez géniale. Ils vont prendre un groupe de jeunes qui sont suivis par la protection judiciaire de la jeunesse. Okay. Ces jeunes-là, globalement, ils ont une image d'eux-mêmes que c'est pas ouf. Voilà, on est mineurs et en même temps, on est un peu exclus de la société. Et ces jeunes-là, ils les emmènent dans le cadre d'un exercice qu'ils appellent le cabinet de non-expertise. Donc, typiquement, on assume totalement la non-expertise. Ils vont les emmener se confronter à des dirigeants d'organisations hyper pointues, à des responsables d'entreprises, de PME, de TPE, et y compris à des stars, pour finalement les écouter pendant 30 minutes, 1 heure, visiter les locaux, comprendre ce qu'ils font. Et après, les jeunes travaillent en autonomie avec une méthode assez structurée et proposent leurs recommandations. J'adore. Et ce qui est absolument fascinant, c'est qu'évidemment, là-dedans, on retrouve la territorialisation de la pensée. Parfois, il y a des trucs qui sont complètement à côté de la plaque. Il y en a quelques-uns. Mais il y a surtout des idées absolument géniales qui n'ont jamais été formulées jusqu'à maintenant. J'adore. Et ça crée tout d'un coup des prises de conscience. Et puis alors là, dans la série, tu es confronté à des points de vue qui ne te ressemblent pas. Quand tu es une start-upeuse ou un start-upper de la French Tech qui tout d'un coup se retrouve exposé à des jeunes qui sont dans une situation plutôt d'exclusion de la société, et ben là, c'est vraiment en dehors de ta zone classique d'interaction. Et ça amène des idées qui sont absolument fascinantes. C'est une initiative remarquable qui assume cette notion fondamentale théorique de la territorialisation de la pensée et de le fait que ça amène un champ, ça ouvre des angles morts. La posture d'accompagnement, et les souverains dans les cours du Moyen-Âge, ils avaient tellement conscience de ça qu'en gros, ils étaient entourés dans leurs cours de lèche-bottes, de ministres qui disaient « Oui, c'est formidable, mon prince » ou « ma reine », etc. Et spécifiquement à la cour d'Angleterre, qu'ils avaient institutionnalisé ce rôle de fou. Et le fou, c'est pas un bouffon qui vient faire des jongleries. C'est quelqu'un qui, justement, était, par rapport au cadre institutionnel normatif, considéré comme fou. Mais parce que la folie était l'excuse de s'autoriser. De la vérité. Donc pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, je pense que c'est une question de dosage et d'équilibre. Pour moi, le grand danger, ce serait de vouloir imposer à tout le monde d'avoir une modalité extrêmement engagée dans la conversation tout le temps et partout. Ça serait, à mon avis, aussi dogmatique que l'idée qu'il faut suivre les ordres et un cadre. Par contre, s'autoriser à penser qu'il y a au moins des cadres de notre vie qui ne sont pas forcément professionnels, où on peut tenter d'enlever les masques, d'enlever toutes les formes d'accommodation, toutes nos représentations, toutes nos autocensures, et de vraiment livrer notre puissance, finalement, notre lumière, hein, c'est souvent on en a peur, et nos points de vue différents. C'est la limite Marianne Williamson, là. Exactement. C'est une expérience qui est absolument extraordinaire, absolument libératrice, et ma conviction de fond, c'est que si on s'autorise à faire ça, ce qui n'est pas du tout un travail égocentrique qui pourrait confiner à la mauvaise image parfois de développement personnel en disant c'est quoi ce truc d'ego trip et tout ça. Non, pas du tout. C'est en capacité des individus à libérer leur plein potentiel, ce qui contribue à créer du commun. Et alors ça, c'est intéressant parce que tu disais que finalement, ce que tu as fait de remarquable dans ta carrière, alors que tu étais encore assez jeune, c'est de t'autoriser. Donc j'ai rien fait de remarquable en fait. C'est exactement si tu veux, ça. Mais justement, est-ce que pour toi, ma question c'est, est-ce que ça a été un travail conscient de dire là, j'arrive pas à m'autoriser, il faut que je m'autorise, ou tu l'as fait hyper naturellement? Ça m'est arrivé de me forcer à m'autoriser.
D'accord. à aller apprendre vraiment mon courage à deux mains et de dire... Ça m'est arrivé aussi de complètement foirer le truc. C'est-à-dire que je pense que j'ai autant, voire beaucoup plus d'échecs que de succès. Et j'ai certains échecs qui me pèsent encore très fortement aujourd'hui. Mais c'est ce que je pense que très vite, j'ai expérimenté que se créer une autorisation de dire vraiment ce qu'on pense en étant bienveillant. Là aussi, j'ai fait des bêtises parfois. J'ai des souvenirs même assez cuisants d'avoir blessé des gens au prétexte de dire ce qu'il y avait à dire. Et l'honnêteté du coup, radicale. Ça, pour le coup, j'ai beaucoup... du coup, j'ai beaucoup évolué sur ce champ, de ne pas être dans l'honnêteté radicale, mais d'être dans la bienveillance impitoyable. C'est d'abord de la bienveillance. Et c'est vraiment du care. C'est-à-dire Et la bienveillance, ça veut dire que c'est forcément... Ce mot est hyper galvaudé, donc est-ce que c'est forcément lié à l'autre Non. On pourrait dire, j'utilise le terme bienveillance parce qu'il est galvaudé, mais il est usité. Alors que si je parlais de synergie d'antagonisme, on dirait, mais de quoi il parle? Il est malade. Mais c'est vraiment ça. C'est d'abord de la synergie. C'est-à-dire ce que nous apprend la sociodynamique, qui est vraiment intéressant, c'est que dans les logiques de stratégie des alliés, c'est que, en fait, on a tendance à passer beaucoup de temps à essayer de convaincre les gens qui sont irréconciliables avec notre point de vue sur un sujet donné. À un moment donné. Et que ça, en fait, ça polarise le champ relationnel vers une conflictualité qui peut s'approcher de « on va s'entretuer », ou en tout cas sur le plan symbolique. On sait que dans plein de pays dans le monde, c'est ce qui se passe sur le plan physique, mais c'est... L'enjeu, c'est, du coup, quand on parle de bienveillance ici, ou de synergie, c'est d'abord de dire « ok, on a un commun ». Il y a un commun, même s'il est petit et fragile, on va travailler au service de ce commun. Et derrière, on va venir faire s'exprimer la dimension impitoyable ou antagoniste au service de l'amplification du commun. Mais c'est vraiment une question d'intention. Et du coup, c'est pas l'honnêteté radicale, c'est je pense que tel ou tel est moche, con, pas machin, etc. Je vais lui dire, ça ne sert à rien. C'est la fameuse histoire de... à part toi, te libérer d'un truc, entre guillemets, c'est bon, je me sens... Exactement. Ouais. Mais là, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est une intention de faire commun. D'accord. Et de poser cette intention de faire commun sans se compromettre. C'est-à-dire sans tomber dans le piège du je me compromets, je me sacrifie, le martyr, sans être dans je vais essayer d'imposer à l'autre parce que là je vais le nier. C'est vraiment cette très subtile notion qui est derrière l'éthique du care, c'est-à-dire en fait il y a une reconnaissance de l'autre mais aussi une reconnaissance de soi, un tissage qui se fait au service d'un commun. Ce que ça m'évoque quand tu dis ça, donc depuis tout à l'heure on parle beaucoup des organisations et les gens, je pense à organisations professionnelles, mais je me dis que avoir évolué sur ces questions-là, ça a dû impacter certaines de tes relations. Je sais pas, ce que ça m'a évoqué, je sais pas si tu as une expérience comme ça, mais par exemple un ami d'enfance avec qui vous évoluez, est-ce qu'il y a des relations que tu as complètement, enfin dont les modalités ont complètement évolué et que tu as pu maintenir et tu as pu rendre vivante? Parce que le problème qu'on a parfois, c'est que nous, on fait un certain chemin de, je sais pas si c'est de conscience ou quoi, et puis les gens autour de nous, pas forcément. Et souvent, nos amis, en fait, on peut sentir ça avec nos amis, soit d'enfance, soit nos amis très proches, mais qui ont des parcours différents. Est-ce qu'il y a un truc comme ça qui te vient de dire, bah oui, moi, ça a complètement modifié une relation, ou peut-être avec, je sais pas si tu as des frères et sœurs ou des... Ce que ça m'évoque, en fait, c'est que... c'est marrant, ce qui m'est venu en t'écoutant, c'est qu'aujourd'hui, je peux faire une relecture de modalités relationnelles qui, je pense, ont nourri ce niveau de conscience, et qu'évidemment, comme souvent, c'est le fameux concept des arts martiaux, mais que c'est les expériences douloureuses qui ont le plus contribué à faire évoluer ma pratique de l'interrelation. Et pour certaines, j'en garde une culpabilité ou une forme de honte même, mais ces expériences, en tout cas, il y a quelque chose que j'en ai tiré aujourd'hui dans une qualité d'interaction qui est en progression, enfin je l'espère, et qui a encore besoin d'évoluer. Et avec certains... ce que je trouve très
en tout cas beau, c'est quand justement dans les petits succès, c'est des relations où on a pu passer par tous ces cadres que Olivier Pastor, justement, qui est un des cofondateurs de l'Université Nou, appelle la vie des nous, où tu as une phase de découverte, la lune de miel, qui est une phase même de ce qu'on appelle une phase de pseudo-nous. Du coup, c'est une phase où finalement on se regarde un peu, chacun se protège, porte ses masques, etc. Après, il y a une phase souvent justement avec un besoin sous-jacent d'appartenance qui est très fort, qui est une phase qu'on peut appeler lune de miel, une phase bisounours, un peu fusionnelle, tu vois, qui est chouette, qui est aussi une source de joie et d'enrichissement. Mais l'enjeu, pour moi, il se situe juste après. Enfin, tu as bien compris que j'aimais bien la tension, la confrontation, et cet inconfort, parce que, en fait, quand on passe dans la phase conflictuelle, du nous conflictuel, là, il y a les individus qui arrivent à s'exprimer. Et les individualités qui se réexpriment. C'est-à-dire, c'est le besoin d'affirmation. Et quand ces phases-là, qui se font pas forcément toujours dans cet ordre-là, mais sont vécues en conscience, en pleine responsabilité et souveraineté de chacun, on arrive derrière à une logique de relationnel de nous mature qui rend finalement l'expérience du travail ensemble, de l'agir ensemble, etc., de phase qui est absolument incroyable. C'est vraiment une expérience. Je parlais à l'instant d'Olivier sur le plan théorique, mais je pense qu'on a construit avec Olivier, notamment parce que on a porté beaucoup d'attention à ça, une qualité de relation où on est passé finalement d'interlocuteur professionnel à une vraie amitié et une capacité à travailler ensemble dans une dynamique synergétique, alors qu'on a vraiment des énormes différences de point de vue sur le monde, de manière d'interagir avec le monde, etc. Mais qui est juste dingue. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est un flow. C'est dans l'interaction, on vit quelque chose qui est juste une interaction de qualité de choses qu'on peut proposer au monde et en même temps de kiff total. Quand on bosse ensemble, c'est le kiff. C'est génial. Et ça passe. C'est passé par des phases de conflit qui ont été difficiles à vivre pour nous deux, mais il y a une qualité. En tout cas, c'est une très très grande gratitude. Et comme dirait Olivier, j'ai dit bravo à nous quand on arrive à faire ça. C'est dément. Super. Je te propose qu'on s'arrête là pour ce premier épisode. Merci, Bounia. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.